également, mais le gouvernement du Sénégal a accepté donc de prendre ce sabre comme si ce sabre appartenait au Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Et il qualifie le moment d'historique. Voilà, on verra ce qu'il y a d'historique dans tout cela. Également au menu de cette dernière partie de l'édition du soir, la revue de la presse en ligne avec Safiatou Cissé. Mais en attendant tout cela, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de l'édition du soir Ben Taleb Sow. Il est membre du mouvement Frappe France Dégage. Bonsoir à vous. Bonsoir à toutes et à tous, et le plaisir est pour moi. Avec vous, nous parlerons de ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Nous parlerons généralement des relations entre la France et le Sénégal, mais en attendant, comme tous les lundis, jetons un coup d'œil sur le dossier politique de Safiatou Cissé qui s'intéresse aujourd'hui au rôle du parlementaire sénégalais, le député qui est souvent source de moquerie, parfois même d'attaque de la part de ceux qu'il est censé représenter à l'Assemblée nationale. Pourquoi tout cela? Quelques éléments de réponse avec Safiatou Cissé. Mame Diarra Togal, maa la ko ñaan Togal, vous n'avez pas le droit. Manga, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, excusez-moi. Vous n'avez pas le droit, excusez-moi. Injures et invectives, c'est ce à quoi on assiste pour la plupart du temps à l'Assemblée nationale. Situation que regrette le Sénégalais lambda. Il ne fait rien là-bas. Le fait que chacun est là-bas chaque matin pour se présenter, à part ça, le peu qu'on a, on se débrouille avec ça. Mais ils s'en fichent de ça. Chaque jour que nous on est là, sauf les élections, ils se présentent partout pour crier, bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais au finish, rien du tout. Chaque jour, c'est les pauvres qui seront les perdants. D'ailleurs, c'est quoi le rôle du député? Membre de la mouvance présidentielle, Adjumbergan Kanouté répond. Le député a un rôle essentiel. Le député a 4 fonctions. Il a le rôle de représentation, il représente le peuple. Le député a une fonction législative, il vote les lois. Il vote également le budget de l'État. Il contrôle l'action du gouvernement. Et dernièrement, avec la constitution du 20 mars 2016, une autre fonction nous a été dévolue. C'est l'évaluation des politiques publiques. Nous sommes conscients du rôle à nous dévolu par ce peuple-là qui attend beaucoup de nous et que nous essayons de représenter dignement dans l'institution parlementaire. Étant représentant du peuple, le député doit veiller à l'utilisation rationnelle des ressources, dixit Cheikh Bamba Dièye. Vous savez, le député est le représentant attitré du peuple sénégalais. Il siège au niveau de l'Assemblée nationale et il a pour fonction de voter les lois de la République. Particulièrement la loi de finances qui organise en termes de dépenses et de recettes les ressources de la République et leur affectation. De ce point de vue, il doit veiller à tous les niveaux à ce que le respect des règles de droit, des conditions dans lesquelles les répartitions des ressources ont été faites, à ce que ce soit fait dans les règles de l'art. Et surtout en cette période de budget programme, il a pour mission d'évaluer les politiques publiques en parfaite synergie avec l'exécutif. Et de ce point de vue-là, nous sommes là pour assurer et veiller à ce que la transparence, la reddition des comptes, la réalité et la sincérité des budgets soient de mise à tous les niveaux. Il revient sur les conséquences des actes posés par les députés, surtout en votant les lois. Il est essentiel parce que ce sont les lois qui gouvernent la République et ce sont les lois qui organisent notre société. Il est extrêmement important, on le dit, que la loi doit être absolument de portée générale et ne revêtir d'aucun caractère personnel ou particulier. Cela suppose donc chez le député une très haute estime de ses fonctions et surtout une responsabilité de tous les instants pour faire en sorte que les lois qui vont être votées et qui seront les lois de la République ne puissent en aucune manière entacher le fonctionnement normal d'un État moderne et surtout veiller aux équilibres de la société, aux libertés politiques, aussi à ce que les citoyens puissent tous se mouvoir avec les règles de transparence et d'équité qui s'y est. Et de ce point de vue-là, la question essentielle que chacun doit se poser, c'est donc quel type de député pour cette mission. Il est évident que pour remplir cette mission, il faut vraiment être une personne avec l'expertise qu'il faut, être aussi une personne avec les valeurs, la rectitude, le sérieux et la connaissance des dossiers qu'il faut. Quelle solution préconiser pour que le peuple ait son mot à dire? Le journaliste analyste politique Pape Diogaye Faye propose la formation des députés et la mise sur pied d'écoles de parti. Bon, pratiquement le peuple a fait ce qu'il devait faire, c'est d'élire un député au niveau national comme au niveau départemental. Mais je pense qu'il appartient aujourd'hui aux députés de savoir leurs responsabilités, de savoir au fait
le rôle d'un député. Parce que apparemment, le fond du problème, c'est un problème de formation politique. Les partis politiques au Sénégal, malheureusement, n'ont pas d'école de parti. Et c'est ça le problème. Le député peut être animé de bonne foi, mais il pense que il doit d'abord défendre son parti, alors qu'il a été élu pour légiférer ce qui est de l'intérêt des populations, du peuple et du pays, mais aussi et surtout défendre les préoccupations de son département, et du pays en général. Mais c'est un manque criard de formation politique qui aujourd'hui handicape les députés sénégalais. Député du peuple ou du parti, la question mérite d'être posée. D'autant plus que les Sénégalais que ces parlementaires sont censés représenter sont toujours les premiers à les attaquer. Omar Ben Taleb Sow, Sofiatou Cissé l'a dit dans son reportage, très souvent les députés font l'objet quand même d'attaques. Les Sénégalais ne comprennent pas quel est effectivement leur rôle. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que les députés sont d'abord à l'Assemblée pour les intérêts de leur propre parti, parfois même pour leurs propres intérêts, avant peut-être de parler de l'intérêt de ceux qui les ont élus? Effectivement, cette 13e législature est une catastrophe. Parce que ces genres de députés-là qui sont à l'Assemblée nationale pour la comédie, pour les photos et surtout pour les injures et invectives, ces personnes-là ne sont pas dignes de représenter le peuple sénégalais. La manière dont on élit nos députés est quand même, ne nous arrange pas du tout. Parce que si un député de l'Assemblée nationale qui est censé contrôler l'action du gouvernement, qui est censé voter des lois, se permet d'être en plénière, de dire que moi, le député, je représente Macky Sall, président de la République. Donc ce député-là a failli à sa mission. Ce député-là ne mérite pas d'être à l'Assemblée nationale et ce genre de personnes-là ne doivent pas figurer, ne doivent pas avoir des postes pour représenter le peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais, chaque couche de la population devrait avoir un représentant dans l'Assemblée nationale. Ceci n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la manière dont on élit nos députés n'est pas du tout... Vous parlez de l'actuelle législature, mais il faudrait quand même avoir l'honnêteté de dire que ce n'est pas nouveau. Ce qu'on voit actuellement à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le mode d'élection n'est pas du tout compatible à la réalité. Parce que si dans une législature, parce que ce n'est pas la première législature qui a ce genre de problème, mais celle-ci est quand même pire. Est quand même pire parce que nous retrouvons des députés vraiment, on ne les comprend pas. Tout ce qu'ils disent de matin, midi, soir, personne n'y comprend absolument rien. Même eux ne comprennent ni les budgets, ni les lois qu'ils votent. Le simple fait que ça provienne du président de la République ou du Premier ministre auparavant, suffit simplement pour qu'ils lèvent la main et votent une loi même qui pourrait ne pas les arranger. Parce que les listes sont faites par de grandes coalitions ou bien même des partis. C'est pourquoi est-ce qu'on peut peut-être avoir de bons députés ou bien des députés qui vont représenter la population? Donc effectivement, si on change le mode d'élection des députés, faire de telle sorte que chaque couche de la population puisse avoir ses propres députés, des citoyens qui les représentent, là on pourrait avoir au moins une législature qui pourrait faire avancer au moins le Sénégal. Alors, nous avons des électeurs qui ne votent généralement pas pour un député, ou on ne vote pas pour Issa Tine parce qu'on sait que c'est Issa qui va devenir député, on vote généralement pour une liste. Et très souvent, on demande au ministre de subir une enquête de moralité avant d'être nommé. Aujourd'hui, il y a un député qui est cité dans une grave affaire de trafic de faux billets. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire faire de telle sorte que ceux qui figurent sur les listes à la députation puissent quand même être de mœurs irréprochables? Effectivement, c'est la meilleure des choses à faire. Si, par exemple, une couche de la population fait confiance à une personne, c'est parce que cette personne-là représente bien les intérêts de la population. Eux, au moins, auraient pu prendre cette personne-là et l'amener à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on présente les choses à la population. On dit votez pour Macky Sall, ou votez pour Ousmane Sonko, ou votez pour Idriss Seck. Ça, ce n'est pas du tout bon, ni pour nous, population, ni pour eux-mêmes qui votent des lois qu'ils ne connaissent pas. Issa, pour parler maintenant de ce fameux forum de Dakar. Ce fameux forum de Dakar, comme vous l'avez dit, Moustapha, donc c'est le Premier ministre français, Édouard Philippe, qui est actuellement à Dakar, au Sénégal, pour parler de la sécurité, pour dire de même de manière générale le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et il y a beaucoup de chefs d'État quand même qui sont là-bas à Diamniadio pour assister à ce forum. Et ce qu'on vous demande juste, Frappe France Dégage, quel commentaire faites-vous sur cette rencontre?
la venue d'Édouard Philippe au Sénégal, c'est juste pour défendre les intérêts de la France. C'est simple comme bonjour. Et comme d'habitude, le Sénégal courbe l'échine. Et quand je parle du Sénégal, je parle du gouvernement français. Quand je dis qu'aujourd'hui la France est un État impérialiste, esclavagiste, capitaliste et fasciste surtout, je ne parle pas du peuple français, je parle du gouvernement français. Donc, ceci étant dit, cette rencontre est juste l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait s'occuper ici au Sénégal, mais on ne le fait pas. On est en train de toujours coopérer et encore coopérer étroitement avec la France qui nous suce, qui n'a dit... Justement, qu'est-ce qui vous gêne dans cette coopération avec la France? Le Sénégal ne peut pas se passer dans les conditions actuelles de la France. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette coopération? Vous savez, le Sénégal a ses problèmes. La France a ses problèmes. Aujourd'hui, nous avons des problèmes prioritaires comme la santé. Par exemple, imaginez qu'il y a un chef de service interne d'un grand hôpital de la place qui est évacué en France. Donc, c'est un problème à régler. Il y a les nouveaux bacheliers aujourd'hui de l'enseignement supérieur qui ne peuvent pas être orientés ou qui ont un réel problème d'orientation. Il y a des jeunes qui ne sont pas à l'école parce que l'État doit de l'argent aux écoles privées. En France, la France a des problèmes avec ses propres citoyens, c'est-à-dire les gilets jaunes. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a un pont qui s'est effondré, près de Toulouse. Près de Toulouse. Eux, ils ont leurs propres problèmes. Si un gouvernement qui n'est pas capable de satisfaire son peuple, c'est-à-dire les gilets jaunes, qui n'est pas capable d'entretenir ses propres ponts, comment il peut aider un pays comme le Sénégal dont la coopération n'entre pas vraiment dans le cadre où nous avons sérieusement de vrais problèmes? Parce que notre principal problème, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé. Emmanuel Macron était là pour l'éducation les années passées. Emmanuel Macron, moi je n'aime pas du tout parler d'Emmanuel Macron parce qu'il fait comme Macky Sall, il fait dans l'hypocrisie. Au lieu de parler des vrais problèmes des populations, au lieu de parler des vrais problèmes dont les gens souffrent, il parle d'autres choses. Aujourd'hui, il devrait parler du CFA. C'est important. Parce que Christophe Bijot, l'ancien ambassadeur de la France, avait dit clairement que la France ne se désengagera pas du franc CFA. Et pourtant, Emmanuel Macron a dit que ça dépend juste de la volonté des présidents. Donc c'est une hypocrisie. Ils sont en train de jouer du ping-pong. Pour vous, il faut se désengager du franc CFA? Il faut absolument se désengager du franc CFA parce qu'il nous empêche d'évoluer. Comment? Déjà, en commençant par une chose très simple, retirer nos réserves de change, c'est les 50% de nos réserves de change qu'on laisse au trésor français. Mais Emmanuel Macron a dit aux jeunes Burkinabés qui l'ont interpellé sur la même question, si vous voulez, venez prendre, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est là l'hypocrisie. Parce qu'ils disent, si vous voulez, venez prendre, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas venir prendre, parce que nos chefs d'État sont soumis à eux. Les élections. Alors là, le Premier ministre français séjourne à Dakar, un conseil interministériel s'est tenu entre les deux gouvernements. Est-ce que ce n'est quand même pas la preuve que de la place que le Sénégal occupe en Afrique, pour la France surtout? Imaginez que c'est la 4e fois qu'ils font des séminaires interministériels. Entre guillemets, ils l'appellent séminaire interministériel. C'est la 4e fois. Et depuis lors, qu'est-ce qui a changé de positif dans le quotidien du Sénégalais? Il y a les autoroutes, ils accompagnent le Sénégal, il y a le TER, exactement. Le TER, le BRT. Imagine, aujourd'hui, ils viennent, ils disent que nous vous donnons un prêt de 50 millions de dollars, c'est-à-dire 32 milliards de francs CFA. Mais ailleurs, ils nous vendent 3 patrouilleurs et une missile d'une valeur de centaines de millions d'euros, c'est-à-dire des milliards et des milliards de francs CFA. Donc, cette relation-là, c'est quand même un peu bizarre. C'est comme si que nous étions des enfants. Ils nous traitent comme des enfants. C'est un comportement enfantin que nous avons envers eux. C'est un comportement enfantin qu'ils ont envers nous. Parce que si tu nous prêtes 50 milliards et en échange aussi, nous signons des contrats de valeur de 300 milliards, à qui profitent ces contrats? À qui profitent ces contrats? Alors, ils sont à Dakar, le Premier ministre français, en même temps que le chef d'État de la Mauritanie. C'est pour parler de sécurité et de lutte contre le terrorisme notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à ce niveau que le Sénégal, que l'Afrique en général, les pays du Sahel particulièrement, ont besoin de la France? Parce que quand même, lutter contre les terroristes au Mali, ça pose énormément de problèmes. Je ne parle pas du Mali, mais de tout le Sahel, ça pose énormément de problèmes aux États africains aujourd'hui.
le terrorisme ne pose des problèmes aux États africains, c'est parce que la France entretient le terrorisme. Vous êtes d'accord avec Salif Keïta alors? Effectivement, c'est clair comme bonjour. Que la France finance les ennemis. La France non seulement finance, mais arme. C'est pas quelque chose qu'on peut voir de visu, mais il suffit juste de voir et de comprendre. Eux, ils sont venus pour s'installer, pour essayer de débusquer les terroristes. Ils étaient 4500. Je ne compte même pas les forces de l'aménagement. Si on rassemble toutes ces forces-là, c'est à peu près 30 000 hommes. 30 000 hommes sur 3 000 terroristes. Ce n'est pas une guerre, mais c'est un massacre. Si, comme Salif Keïta l'a dit, et j'en profite pour le remercier, parce que c'est très important d'être la voix des sans-voix. Aujourd'hui, plus personne ne murmure. Comme Walfadjri, effectivement. Voilà. Aujourd'hui, plus personne ne murmure que la France entretient le terrorisme au Mali. Aujourd'hui, même les Maliens sortent dans la rue pour dire France dégage. Mais jusque leurs voix ne sont pas audibles. Et Salif Keïta a bien assumé, joué son rôle. Il n'est pas comme certains artistes sénégalais qui en profitent surtout des avantages de l'État pour... Vous parlez de qui? Voilà, je parle de Youssou. Et vous qui assumez aussi, c'est comme si la France peut-être essaie de vous tourner le dos ou bien même essayer de contourner cela, parce qu'à chaque fois, vous contestez, mais les accords continuent et la France continue aussi de venir en Afrique. On a l'impression que la France ne vous s'occupe pas du tout. Il y a le Sénégal digne, il y a le Sénégal indigne, il y a l'Afrique digne, l'Afrique indigne. Ça a été comme ça depuis la nuit des temps. Il y a des gens qui se battront toujours contre l'impérialisme. Il y a des gens qui se battront toujours contre le capitalisme et toute forme d'injustice. Mais il y a des gens qui vont toujours collaborer avec le blanc, qui vont toujours collaborer avec les personnes qui nous oppressent. Juste pourquoi? Pour assurer leur fauteuil et leur portefeuille. Et c'est ça qui est dommage. Donc vous essayez de vous glorifier dans votre combat? Ce n'est pas même une question de glorification. Parce qu'ils font partie de l'Afrique digne. Effectivement. Du Sénégal digne. Et nous assumons, nous faisons partie de l'Afrique digne. Macky Sall ne fait pas partie de l'Afrique digne. Pourquoi? Il fait partie de l'Afrique indigne. Parce qu'aujourd'hui, s'il était vraiment conscient, je ne dirais même pas conscient parce qu'il est conscient des enjeux, mais s'il était vraiment digne, il ne se comporterait pas ainsi devant Macron comme un petit ou un vulgaire enfant. Non, non. Il allait faire de telle sorte que tous les contrats seraient du 50-50. Que la France et le Sénégal coopèrent d'égal à égal. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes très loin de la gestion de l'État, de comment ça se passe, que vous vous dites ça? Parce que du 50-50 dans le contexte actuel, si on connaît un peu ce qui se passe dans nos États, vous savez très bien que c'est presque impossible. Il n'y a pas de contexte favorable ou défavorable pour défendre sa population. Le problème, c'est à quel niveau? Que nos chefs d'État ne sont pas assez courageux? Non, absolument. Nos chefs d'État ne sont pas du tout courageux. Avec l'exemple type de Macky Sall et l'exemple type de IBK, comme ça l'a dit. Si tu ne peux pas, laisse, un autre le fera. Mais est-ce qu'ils ne sont pas peut-être désarmés parce que vous avez vos ressources du pétrole, du gaz et autres, mais vous ne pouvez pas l'exploiter? Peut-être la France va venir pour vous aider. Ce n'est pas une question. Nous n'avons pas besoin de l'aide de la France. Nous avons besoin de coopérer avec des pays d'égal à égal. Qu'elle s'appelle France, que s'appelle États-Unis, que s'appelle Mexique. Mais nous privilégions les rapports entre États africains d'abord, parce que nous sommes des panafricanistes avant tout. Les Africains ne peuvent pas exploiter quand même notre pétrole et notre gaz comme ça. Je vous dis très clairement, nous privilégions les relations entre États africains. Après, un autre État peut venir et dire que j'ai l'expertise sur tel domaine, parce que nous n'avons pas toutes les expertises. J'ai une expertise dans tel domaine. Confiez-le-moi, voilà ce que je vous propose. Si ça nous arrange, on signe. Si ça ne nous arrange pas, on voit un autre État. C'est pas compliqué. Il y a eu une phrase qui a été prononcée ce matin par le président Macky Sall et qui me semble quand même intéressante quand il dit que 30 000 hommes, c'est la force multinationale qui lutte aujourd'hui contre le terrorisme. Que ces 30 000 hommes-là ne peuvent pas être tenus en otage par une bande de malfaiteurs, qu'il y a un réel problème d'efficacité pour cette force multinationale. Vous êtes au moins d'accord avec lui sur ça? Que vaut la parole de Macky Sall? Lui, il est absolument conscient de ce qui se passe au Sahel. Et Dieu sait pourquoi il n'a pas engagé trop de soldats du Sénégal aux frontières ou bien pour lutter contre le terrorisme. Et Dieu sait même pourquoi le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel. Je ne sais pas. En tout cas, ce dont j'en suis sûr est que Macky Sall est conscient de ce qui se passe au Sahel. C'est pourquoi il a fait cette déclaration. Je le prends pour une déclaration comique, ou juste pour faire passer quelques lettres.
lettre de noblesse. Mais ce dont je suis absolument sûr et certain, lui, il sait ce qui se passe au nord du Mali. Nous tous, nous savons ce qui se passe au nord du Mali et nous n'avons pas besoin de nous voiler la face. On dit les choses telles qu'elles sont. La France entretient le terrorisme au Mali, justement parce que ça lui arrange, parce qu'il y a des ressources naturelles dont il a besoin et qui sont au nord du Mali. Est-ce que le véritable problème n'est pas que finalement nos chefs d'État, qu'il s'agisse de celui de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, peut-être dans une moyenne mesure, on a tous mis dans la tête de ces Africains-là que si la France ne veut pas, vous ne pouvez pas rester à la tête de vos pays, que la France peut manipuler par-ci, par-là. On a même dit que du temps de Wade, que la France a manipulé des jeunes au Sénégal pour en finir avec le régime de Wade. Est-ce que ce n'est pas cela le véritable problème? Mais la manipulation ne s'arrêtera jamais. Parce qu'ils ont des intérêts ici. Et qu'est-ce que peuvent faire alors les chefs d'État? Les chefs d'État, parce qu'il faut qu'ils soit ils remplissent, ils ont prêté serment devant le peuple sénégalais. Ils ont prêté serment sur la Constitution de défendre. Si tu ne peux plus le défendre, laisse quelqu'un d'autre va le faire. C'est pas du tout compliqué. Comment ça? Est-ce qu'un chef d'État peut dire que je ne peux plus défendre ma population? Mais si tu ne peux pas, mais tu laisses l'autre personne faire, c'est pas du tout compliqué pour moi. Parce que même, qu'est-ce que tu vas risquer? Si tu te maintiens au pouvoir alors que les gens ne veulent pas. On n'a pas montré qu'on ne veut pas de lui parce qu'on a voté à 58, c'est ce qu'on dit. Je ne vais pas revenir sur le contexte de l'élection présidentielle. Ce dont j'en suis sûr, c'est que l'élection ne s'est pas passée comme ça devrait se passer. Et aujourd'hui, il continue de gouverner. Il gouvernera peut-être jusqu'à 2024, mais en 2024, il dégagera, ça c'est sûr. Et nous reprendrons ce qu'il il a dit quelque part que dans quelques temps, il ne sera plus là. Alors, voilà qui nous permet de parler de rester dans le même sujet, parce qu'on va parler des relations entre la France et le Sénégal, notamment à propos de la restitution du sabre de El Hadji Oumar Foutiyou Tall, dit-on, et qui crée polémique depuis ce week-end. C'est dans la rubrique Vue du Net. Alors Issa, le sabre a été restitué au Sénégal. Certains disent que c'est un prêt, il va rester ici pendant 5 ans. En attendant, on va voir si les députés français vont voter et accepter la restitution. D'autres disent que non, le sabre était déjà présent au musée des civilisations ici à Dakar et que c'est de manière juste symbolique que le Premier ministre français a posé ce geste-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a des Sénégalais qui contestent la version des autorités qui disent que ce sabre-là n'appartient pas et n'a jamais appartenu à El Hadji Oumar Foutiyou Tall. Beaucoup de contestations, même on peut noter celle de Ibn Malik, autant pour moi, donc qui a fait un long texte, Moustapha, pour expliquer donc l'origine de ce sabre et exactement l'histoire, selon lui en tout cas, parce qu'il pense que beaucoup de personnes ont écrit sur l'histoire de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. On peut citer professeur Samba Dian et Madani Tali et également professeur Oumar Kane, entre autres écrivains qui ont donc fait des ouvrages sur Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Et selon Ibn Malik, le sabre restitué par le gouvernement français n'est pas le sabre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, mais celui de son fils Ahmadou que Archinar avait récupéré à Ségou. Et donc selon lui, toujours Cheikh Oumar Foutiyou Tall disparu le 12 février 1864, son neveu Tidiane Tall, fils de son grand frère Ahmed Tall, reprit le flambeau et triompha sur la coalition ennemie. Et donc la France, sous l'égide d'Archinar, les Français autant pour moi sont arrivés en 1889. Dans cette partie du Mali, ils ont conquis Ségou et qui était dirigé par l'amido Jules Ahmed Cheikh Oumar. Et ce dernier voulut s'exiler à Ségou au Nigeria, terre d'origine de sa mère. Il mourut en chemin et ses compagnons ont caché sa tombe. Donc finalement, Moustapha, personne ne connaît où est-ce qu'il a été enterré. Où est-ce qu'il a été enterré. Le vrai sabre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall est fait près de 2,30 m. Et donc ce sabre est différent donc du sabre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Il fallait tout simplement, selon Ibn Omar, communiquer davantage sur le contexte de la récupération de ce sabre et des manuscrits par les Français. On a l'impression aujourd'hui que les Français ont vaincu Cheikh Oumar Foutiyou Tall et ont pris son sabre, ce qui est totalement faux. Ils sont venus à Ségou en 1900.
en 1889. Donc, c'est bien après la disparition de Cheikh Oumar Foutiyou Tall en 1964. Donc, il y a une erreur même sur les dates. Ce qui est intéressant, Issa, c'est que là, vous demandez à n'importe quel jeune Sénégalais, il vous récitera cette phrase célèbre que nous avons tous appris, que El Hadji Oumar Foutiyou Tall a disparu dans les falaises de Bandiagara. Ça, c'est la version qu'on a toujours eue et qui n'a jamais été contestée, en tout cas pas de manière officielle jusqu'ici. Alors, quand le Premier ministre français vient au Sénégal et qu'on présente ce sabre-là comme celui de El Hadji Oumar Foutiyou Tall, c'est que quelque part, ils veulent dire, qu'ils le disent ou pas, qu'effectivement, le colon français a vaincu El Hadji Oumar Tall, contrairement à la version qu'on nous a toujours enseignée. Effectivement, moi, je ne vais pas entrer dans le fond sur le fait que est-ce que le sabre lui appartient ou lui appartient pas, parce que pour moi, la partie la plus qualifiée pour dire ça, si ce sabre l'appartient ou ne l'appartient pas, c'est sa famille. Et nous avons entendu Thierno Madani Tall le dire, que effectivement, ce sabre ne lui appartenait pas. Donc ça, pour moi, c'est un débat clos. Mieux que ça, il y a beaucoup de talibés de cette famille qui disent avoir visité l'endroit où se trouve le vrai sabre de El Hadji Oumar Tall, qui se trouve à Bandiagara. Je me demande, est-ce que le simple fait qu'il ait pris ce sabre-là pour venir le restituer avec un folklore immense, parce que si on se rappelle bien, lors de l'ouverture de la musée des civilisations noires, ce sabre était là. Donc, ceci n'est que du folklore. C'était juste pour signer et appeler les familles religieuses pour venir assister. Ça, je pense que c'est juste pour remettre en question l'histoire telle que nous l'avons appris. L'histoire telle que nos historiens peut-être nous l'ont raconté. Parce que même ça, je ne sais pas si ce sont nos historiens ou eux qui l'ont mis dans le programme. Ce dont j'en suis sûr, en est que le simple fait qu'une personne, ton bourreau, vient te remettre l'épée auquel ton grand-père a été tué, c'est juste pour te dire que voilà, nous sommes toujours supérieurs à vous. C'est quand même dommage, et ça me rappelle aussi Faidherbe, ça me rappelle De Gaulle, parce que ce sont des personnes qui ont tué de sang-froid nos grands-pères pour les conquérir, et ils ont aujourd'hui des monuments, des ponts, des avenues à leur nom. À Saint-Louis, des Saint-Louisiens ont voulu détruire le monument de Faidherbe. Il y a beaucoup d'autres Saint-Louisiens qui ont dit non, parce que ça fait pas de l'histoire. Alors, les commentaires des internautes très rapidement, Issa-t-il. Commentaire de Khadim Baké qui déclare: que pensez-vous de la symbolique de l'acte et de son timing? El Hadji a mené son djihad de 1852 à 1864, donc pendant 12 ans, et consacre une bonne partie de sa vie à l'enseignement. Faire comme s'il n'était qu'un homme de sabre me pose problème. Par ailleurs, allez vous renseigner davantage sur les auteurs et les victimes de ces actes de violence commis dans la sous-région. Donc c'est pour parler. Parce que présenter les choses comme ça, c'est comme nous dire que El Hadji Oumar Tall en réalité n'était qu'un combattant, alors que c'est un chef religieux qui a enseigné l'islam, qui a enseigné le Coran. Un érudit. Exactement. Son djihad, comme il dit, n'a duré que 12 ans de sa vie. C'est 12 ans seulement. Et donc une autre personne également, Amadou Baïdi Gaye, qui déclare: cette thèse est la plus plausible et répond au mieux à la dimension de Cheikh qui a disparu dans les falaises de Bandiagara. Personne n'a vu son corps, a fortiori son arme. Un combattant de la dimension du Cheikh meurt les armes à la main. C'est du cinéma avec les acteurs qui jouent bien leur rôle. Aussi, posons-nous la question de savoir si réellement le sabre peut nous apporter quelque chose. Je pense donc que ces écrits sont plus importants que ce sabre donc présenté au Sénégal. Mohamedou Makhtar Dia qui déclare: imam, c'est pour parler d'Imam Kanté, parce que Imam Kanté a partagé le donc poste de Ben Malik. Ibn Malik, voilà. Et donc il a dit que imam, c'est vrai d'apporter des éclaircissements sur ce sabre, mais d'après les propos d'Imam Thierno Seydou Tall, petit-fils du Cheikh, ce sabre appartenait à Cheikh Oumar Foutiyou Tall, qui l'a donné à son fils Ahmadou, qui a succédé, qui est donc son successeur. C'était en 1889. Et donc une autre personne qui déclare également, c'est pour parler de Bada Aliou: merci de ce partage. La curiosité voudrait que les gens se disent comment les Toubab ont eu ce sabre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall qui a disparu dans les falaises de Bandiagara. En tout cas, cela suscite réflexion. Ce sabre restitué ou prêté au Sénégal. Petite précision, ce sabre est bel et bien
un des sabres de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Donc ceci a été légué à son fils. Je salue l'efficacité des jeunes Tidjanes pour mettre la lumière sur cette affaire. C'est le commentaire de Abdou Cissé et une autre personne également qui déclare: Mamadou Diop, merci imam pour ce partage de la réalité. L'histoire ne ment pas, vous avez raison. C'est pour les mêmes problèmes qu'on a échoué dans la conception de l'histoire générale du Sénégal. Il nous faut pousser des recherches et si nous voulons des récits de notre histoire indemne de tout reproche. Une autre personne également, Berdes, donc, qui a déclaré: moi, ce qui m'intrigue dans cette affaire sont les questions suivantes. Est-ce qu'on a besoin de signer un accord pour restituer un bien volé? Quel est le contexte qui a poussé la France à restituer ce sabre? C'est les deux questions de cette dernière personne donc, qui a commenté. Cette dernière personne a raison, que la France le veuille ou pas, c'est un objet volé qu'elle a restitué à l'État du Sénégal. Grand merci à vous et Issatine. Dernière note de cette édition du soir, la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs, et c'est avec Safiatou Cissé. Bonsoir. Le mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal a organisé un sitting à la place de la Nation pour attirer l'attention des autorités sur la cherté des dialyses. Ces membres qui soupçonnent un enrichissement illicite sur le dos des malades demandent à l'État du Sénégal de réduire le coût des dialyses dans Sénéweb. Enchaînons avec Dakaractu.com qui nous apprend que les gendarmes de la section de recherche de Koloban ont déjà bouclé l'enquête préliminaire dans l'affaire des faux billets de banque du mois pour ce qui concerne les 6 présumés complices du député Seydina Fall Bougazeli. Ce dernier n'ayant pas encore été entendu, le dossier judiciaire connaît tant bien que mal un avancement. Et le site d'ajouter que les 6 mises en cause arrêtées la semaine dernière, au nombre desquels figure le rappeur Guestia et un ressortissant burkinabé, sont présentement à la cave du temple de Thémis. Ils ont été déférés ce lundi au parquet à l'issue de leur garde à vue, a annoncé une source proche du dossier. Les suspects seront présentés au procureur près du tribunal de grande instance de Dakar en vue de l'ouverture d'une enquête. Les délits d'association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires et complicité pourront être visés et retenus contre Seydina Fall Bougazeli et compagnie. C'est un Macky Sall très critique qui s'est exprimé ce lundi matin à l'ouverture du 6e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, nous dit Netali.com, qui précise que c'est en présence du président de la Mauritanie et du premier ministre français que le chef de l'État sénégalais s'est interrogé sur l'efficacité des forces multinationales mobilisées dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. En Algérie, les membres du collectif de défense des détenus sont partagés sur l'option à suivre devant le tribunal Sidi Mohamed, plaider ou carrément boycotter les audiences. Quoi qu'il en soit, El Watan nous fait savoir que la deuxième option semble avoir les faveurs de la majorité des membres du collectif. Merci à vous, Safiatou Cissé. Issatine, merci. Merci à vous. Ben Taleb Sow, grand merci également à vous. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du soir. Grand merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne chaque soir et bien à vous.